Merci. Merci à tous. Merci aux rubans violets. Ils se reconnaîtront. C'est une petite histoire entre nous. Avant de commencer, je voudrais remercier moi aussi, comme ça a été fait ce matin, mais à titre personnel, Guy Trédaniel, l'éditeur qui me soutient depuis toutes ces années. C'est le 10e ouvrage, celui-ci, que je publie chez lui. C'est dire si je suis attaché à cette maison d'édition. Quand il a commencé à me publier, il n'y avait pas grand d'éditeur qui aurait misé sur le cheval. Hein. C'était mon 5e livre, et puis j'avais déjà des idées bien subversives. Et puis grâce à lui, j'ai fait tout ce chemin, grâce à vous aussi. Plusieurs titres qui ont été publiés à l'étranger, notamment des pays où les auteurs français ne sont pas très populaires, notamment aux États-Unis, au moins sous cette thématique, au Japon ou en Russie. Donc vraiment, je lui dois un grand merci. Puis merci aussi à mon équipe, Marc Leval et Étienne Dupont, qui me suivent, mes fidèles compagnons de route, à travers cette aventure que je vais vous présenter là, cet après-midi, puisque je vais vous parler donc de conscience intuitive extraneuronale, mais aussi de transcommunication hypnotique. Alors ça va venir, ne vous inquiétez pas. Voilà. Nous sommes dans un espace-temps où il faut tout respecter. Oui, oui. On va faire ensemble un petit tour d'horizon de cette conscience intuitive extraneuronale et de cette conscience analytique cérébrale, et puis aussi parler de cette interaction entre ces deux formes de conscience que je propose. Il faut savoir que la conscience intuitive extraneuronale, je vous en ai parlé l'année dernière à la Mutualité de Paris, et on en a parlé aussi ce matin à travers tous les intervenants qui sont passés, puisque finalement tout ça c'était le prémisse d'une autre forme de conception et de conceptualisation de la conscience, c'est-à-dire une conscience totalement délocalisée, qui serait finalement comme une sorte d'iCloud d'information. On l'a vu avec Grishka tout à l'heure, ce qui compte le plus, c'est l'information et la façon dont elle est véhiculée à travers l'univers et comment elle est reçue sur notre matière cérébrale et comment elle est reçue au niveau de notre cerveau. La conscience intuitive extraneuronale, c'est un modèle qui est assez révolutionnaire et qui a été quand même acté dans une thèse de doctorat en médecine que j'ai eu le plaisir de diriger. François Lallier a étudié pendant 3 ans des cas de personnes qui avaient connu des arrêts cardiaques et qui, au cours de ces arrêts cardiaques, avaient eu cette fameuse incursion dans l'au-delà. Il a étudié ça et pendant 3 ans, il a répertorié 118 cas d'arrêt cardiaque, 118 personnes qui avaient vécu cette fameuse expérience de mort imminente, que moi j'appelle expérience de mort provisoire. Car en fait, il faut être logique. Depuis les travaux qui ont été publiés par De et Baker en 2001, en mars 2001, donc vous voyez, c'est quand même pas tout récent, ça fait 17 ans que ça a été publié, on sait que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, eh bien, on a un électroencéphalogramme plat, on a une mort clinique. Donc on sait aujourd'hui, et de façon certaine, que toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque sont bien revenues de la mort clinique. On ne peut plus dire aujourd'hui personne n'est revenu de la mort. Oui, grâce au progrès de la réanimation, il y a des personnes qui sont revenues de la mort clinique. 15 secondes, c'est extrêmement court. Dans les conditions optimales de surveillance de nos activités cardiaques, c'est-à-dire dans nos unités de soins intensifs, dans les réanimations, il y a une période d'incompressible d'au moins 15 secondes, bien sûr, avant que l'infirmière entende la sonnerie de l'alarme qui vient d'alerter qu'un cœur s'est arrêté, qu'elle se précipite au chevet de la personne qui a eu cet arrêt cardiaque. Eh bien là, les 15 secondes sont passées depuis longtemps. Que dire des arrêts cardiaques récupérés en SAMU,
est récupéré donc, sur la voie publique ou à domicile. Là, les 15 secondes sont passées depuis bien longtemps, bien sûr. Donc vous voyez ces personnes qui racontent que pendant leurs arrêts cardiaques, elles ont pu assister à leur réanimation, elles ont pu décrire de façon certaine les gestes qui ont été prodigués pour essayer de refaire partir le cœur, qu'elles sont capables de décrire ce qui se passe dans une autre pièce ou même à distance de leur propre corps, eh bien, on peut dire que tout ça a été perçu, entendu, vu avec autre chose que les organes sensoriels. Donc il était bien temps de changer de paradigme. Ces expériences de mort provisoire sont tout à fait nouvelles dans l'histoire de l'humanité, puisque ça fait à peine quelques décennies que nous sommes capables d'avoir de telles expériences. Autrefois, on ne revenait pas de la mort clinique. Autrefois, un cœur s'arrêtait, eh bien la personne était décédée, on ne faisait même pas de massage cardiaque, il n'y avait pas de défibrillateur automatique. Donc c'est bien la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous avons cette possibilité d'avoir des personnes qui reviennent de la mort clinique. Ça bouleverse tout. Ça bouleverse tout et ça bouleverse aussi non seulement notre conception de la conscience, mais notre conception de la mort. Puisque ces personnes sont capables d'avoir une conscience qui est beaucoup plus performante lorsque leur cerveau s'éteint, eh bien, on peut dire qu'on est capable d'avoir une conscience au-delà de la vie, au-delà de la mort. Donc ces personnes font chaque fois le même voyage, quel que soit le sexe, la religion, la philosophie, quelle que soit la géographie. On voit bien que c'est le même voyage qui va être exprimé de façon différente, mais ce voyage-là est toujours avec les mêmes séquences, la même séquence événementielle. Les gens sortent de leur corps, voient leur corps, assistent à leur animation, voient ce qui se passe à distance, passent dans un tunnel, rencontrent une lumière d'amour inconditionnel, c'est une lumière qui est non éblouissante, mais très puissante. Ils rencontrent un guide spirituel, des guides spirituels. Ils rencontrent un être de lumière qui leur dit « Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait pour les autres ?» Et puis, ils rencontrent aussi des défunts. Et c'est dans cette rencontre des défunts que l'expérience est la plus marquante. Johnston en a parlé ce matin, il a évoqué le nom d'Eben Alexander, ce neurochirurgien d'Harvard qui ne croyait pas du tout aux expériences de mort imminente, ou tout au moins il disait que tout ça c'était de l'hallucination, puisque lui il est neurochirurgien, il donne des cours de neurochirurgie, il travaille sur la matière, donc c'était pas du tout quelqu'un qui était branché sur ces expériences en tant qu'expérience authentique, et il vit lui-même l'expérience, il est confronté dans cette expérience avec le visage d'une femme qu'il ne connaît absolument pas, et qu'il retrouve après son expérience. Il s'aperçoit que cette femme qu'il a suivie dans l'au-delà n'était autre que sa sœur biologique décédée au moment de son expérience. Donc l'information n'était pas, bien sûr, située dans son cerveau, elle était ailleurs. Les personnes voient leur vie, ont des rétrocognitions, ressentent tout le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres, comme si c'était eux-mêmes qu'ils avaient fait ce bien et ce mal. Ils sont projetés aussi dans le futur, image précognitive de ce qui va arriver après cette expérience fabuleuse. Et puis aussi, il y a des réminiscences de vies antérieures et même quelquefois des vies futures. Ils se voient dans des futurs. Donc tout ça, bien sûr, va complètement les transformer et ils vont revenir dans leur corps terrestre complètement transformés par cette expérience qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de toute leur vie. Alors j'ai étudié ces expériences pendant plus de 25 ans et ça m'a apporté beaucoup d'enseignements parce que ma démarche est assez originale puisque j'ai reçu un enseignement de médecin, d'anesthésiste, de réanimateur, récemment un enseignement d'hypnose et puis aussi cet enseignement de tous ces expérienceurs. Et puis aussi un enseignement qui m'a été donné par des médiums ou des chamans. Alors ça fait très mauvais ménage avec le monde médical, parce qu'il semblerait qu'il faille définitivement choisir son camp. On est soit d'un camp, ou de l'autre, et il se trouve que moi je suis des deux camps, alors j'embête tout le monde, évidemment. Je suis le vilain petit canard, mais c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça, même à l'école très tôt, j'étais le vilain petit canard, parce que je voulais bousculer les lignes. C'est comme ça, c'est dans mon tempérament, c'est mon chemin de vie, je n'y peux rien, je suis comme ça. Bon. Bref,
Quand on parle, lors de ces ateliers, je vais vous en dire quelques mots, puisque c'est l'objet de cette conférence, d'ancrage, lorsqu'on parle d'égrégore de protection, lorsqu'on parle d'égrégore de remerciement, lorsqu'on parle de montée des chakras, ben tout ça, on ne vous l'apprend pas sur les bancs de la faculté, évidemment. Mais je pense que nos différences sont vraiment nos richesses. Comment pourrait-on négliger l'enseignement des chamans? Comment pourrait-on dire que tous ces gens qui ont travaillé depuis des millénaires sur la conscience seraient à négliger? Je crois qu'il est grand temps de faire ce mariage, d'allier tout ce qui est scientifique à tout ce qui est spirituel, mais pas au sens de la religion, au sens du mot spirit, c'est-à-dire du mot esprit, conscience, c'est la même chose. Alors, la transcommunication hypnotique, c'est quoi? En fait, c'est une technique qui vise à mettre des gens sous hypnose en recréant cette fameuse expérience et voir si cette expérience va apporter les mêmes avantages que l'expérience de mort provisoire. Je me suis dit, c'est quand même bête de falloir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à de tels avantages. Être moins angoissé par rapport à sa propre mort et souffrir moins par rapport au deuil. Et donc là, je pense qu'il y a un véritable travail à faire. Si on arrive à obtenir un soulagement par rapport à toutes ces angoisses, que ce soit le deuil ou sa propre mort, finalement c'est la même chose, c'est la mort, par rapport à toutes ces angoisses par rapport à la mort, eh bien ça serait vraiment une sorte de médecine alternative, en fait, qui pourrait soulager les patients qui se trouvent en soins palliatifs, c'est-à-dire des patients qui sont près d'une mort imminente, ou aussi des patients qui sont dans des souffrances par rapport au deuil, qui sont en dépression par rapport à des deuils. Et les résultats que je vais vous présenter ont dépassé mes propres espérances, puisqu'il semblerait qu'il y ait même d'autres pistes à explorer grâce à cette transcommunication hypnotique. Alors, ma démarche est évidemment scientifique. J'essaye de démontrer, et je travaille avec Maître Pierretto Fier, qui est avocat honoraire, qui était là, qui était déjeuner avec moi, à côté de moi, qui me soutient dans cette démarche parce qu'elle est spécialisée dans l'éthique médicale. Et nous allons essayer de monter ce projet pour essayer de faire valider progressivement, ça va être un travail de longue haleine, mais cette TCH comme étant un moyen de soulager nos contemporains par rapport à ces douleurs face à la mort. Alors vous savez que ça ne va pas être simple parce que la France est un des pays les plus spirituellement sous-développés. Vous le savez, puisque vous êtes là. Nous avons aussi le record mondial de consommation de psychotropes, d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Ces deux records mondiaux sont liés, évidemment. Parce que si on considère la vie comme étant uniquement une succession d'événements et que nous ne sommes que de la matière, eh bien elle devient vite insupportable et absurde. Donc s'il n'y a pas une seule once de spiritualité dans une société, eh bien c'est une société qui ne peut que se droguer avec le renfort et l'encouragement des lobbying des laboratoires pharmaceutiques. Donc, nous allons essayer, avec toute la bonne volonté et toutes les bonnes volontés, de mettre en place ces médecines alternatives. La conscience intuitive extraneuronale, c'est finalement une source d'information qui nous est personnelle. Et si elle nous est personnelle et est débarrassée de la matière, ça veut dire qu'elle est immortelle, puisque la matière est mortelle et la conscience analytique cérébrale, elle, est au contraire bien présente et bien mortelle, évidemment. Une fois débarrassés de cette conscience analytique cérébrale, eh bien, nous sommes capables d'avoir accès à cette conscience intuitive extraneuronale. La conscience analytique cérébrale, que l'on peut situer dans le cerveau, évidemment,
C'est celle qui traite l'information. Elle traite l'information et elle va trier ce qui est convenable et ce qui n'est pas convenable, ce qui est conforme à nos apprentissages et ce qui ne l'est pas. Elle va exclure ce qui ne l'est pas, elle va accepter ce qui l'est. Ce qui fait que les informations qui sont situées dans notre conscience intuitive extraneuronale, elles vont être filtrées, triées et exclues en fonction de nos apprentissages. Plus nos apprentissages seront longs et difficiles, plus cette conscience analytique cérébrale sera censurante. Il y a plusieurs phénomènes qui m'ont fait arriver à cette conclusion de dissociation de conscience intuitive extraneuronale à cette conscience analytique cérébrale. C'est essentiellement l'observation. L'observation qui fait que ces gens, une fois débarrassés de leur activité cérébrale, c'est-à-dire au moment de la mort clinique, au moment de l'arrêt cardiaque, ont eu accès à tout un tas d'informations qui normalement ne sont pas accessibles. Être capable de se déplacer dans le temps et dans l'espace, être capable de se connecter à une donnée d'information universelle, etc., leur vie antérieure, leur vie future, enfin, tout ce qui est relié au temps, faire même comme Nicolas Fraisse, du remote viewing. Donc tout ça est accessible lorsque la conscience analytique cérébrale est mise en veilleuse. Elle est mise en veilleuse à quel moment? Eh bien, elle est mise en veilleuse au moment du sommeil, au moment de l'anesthésie générale, au moment des comas, ou au moment de la mort clinique. Dans ces situations, on a accès à cette conscience intuitive extraneuronale. C'est l'observation aussi qui fait que j'ai compris que nous ne pouvions pas avoir 100% d'expérience. Pourquoi y a-t-il entre 12 et 18% d'expérience, telles que je vous les ai décrites il y a une minute, d'expérience de mort provisoire chez les adultes? Et pourquoi n'y a-t-il pas 100%? Pourquoi y a-t-il 65% d'expérience chez les enfants? Pourquoi cette différence avec les adultes? L'hypothèse que je soutiens, c'est que notre conscience analytique cérébrale va filtrer les informations, va exclure celles qui sont dissonantes. C'est un petit peu ce qui se passe dans l'illusion d'optique. Lorsque vous avez une figure incohérente, votre conscience analytique cérébrale va substituer des lignes incohérentes par des lignes cohérentes pour rendre l'image cohérente en fonction de vos apprentissages. Et c'est pour cela que les enfants sont moins sensibles à l'illusion d'optique. Et c'est pour ça aussi que nous avons cette différence de pourcentage d'expérience chez les enfants, 65%, alors qu'il n'y en a que 12 à 18% chez les adultes, tout simplement parce que les enfants sont moins formatés par leur conscience analytique cérébrale. D'ailleurs, les enfants jouent souvent avec des amis invisibles, ont des perceptions médiumniques, ont des réminiscences de vie antérieure. Donc, on voit bien que les enfants ont plus accès à cette conscience intuitive extraneuronale. Donc, c'est ce modèle qui a été proposé dans la thèse de doctorat en médecine que j'ai dirigée, de François Lallier, qui a remporté mention très honorable. Donc, c'était à ma connaissance, la première fois que dans un document officiel de médecine, on proposait enfin cette hypothèse. Alors on ne dit pas que ça fonctionne comme ça, mais on a fait cette dissociation entre cette explication matérialiste du cerveau sécréteur de conscience avec la modélisation que je donne de cette conscience intuitive extraneuronale. Donc vous voyez, on est quand même sur le bon chemin, puisque ça commence à être admis comme hypothèse, c'est déjà un premier pas. On ne dit pas que ça fonctionne comme ça, mais c'est admis comme hypothèse. Effectivement, si on admet cette hypothèse, tout devient logique. Les perceptions médiumniques des expérienceurs qui sont confrontés aux défunts, la précognition, la rétrocognition, la visualisation de vie antérieure, parce qu'on a accès à cette banque de données qui est uniquement perçue par la conscience intuitive extraneuronale. La conscience intuitive extraneuronale, elle est sollicitée par diverses informations. Ces informations qui viendront, puisque dans mon hypothèse, la conscience intuitive extraneuronale est immortelle, donc il n'y a pas de raison que la conscience intuitive extraneuronale des défunts ne puisse pas être captée par l'intermédiaire de cette conscience intuitive extraneuronale. Ce sont les visions médiumniques. Les visions médiumniques, les perceptions médiumniques, ça peut être l'audition, enfin ça peut être la perception médiumnique, elle est perçue donc par cette conscience intuitive extraneuronale. Ça peut être aussi des phénomènes de possession. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots.
Je fais des conférences avec des médecins brésiliens qui travaillent avec des médiums et des psychiatres à l'hôpital pour différencier les personnes possédées, des schizophrènes et des médiums. Bon, en France, on a trouvé la solution, on enferme tout le monde chez les fous et on n'en parle plus. On ne fait pas dans la dentelle, hein. On a quand même quelques progrès à faire. Donc cette conscience intuitive extraneuronale, elle peut être donc sollicitée par de mauvaises informations. Et on le voit souvent dans les faits divers. On entend souvent, tiens, à la télévision, un monsieur qui s'est fait arrêter, tout à fait respectable, qui a commis une exaction, et il dit, j'ai entendu des voix, on m'a demandé de faire ça. Donc c'est bien que le phénomène existe, et puis il y en a beaucoup comme ça. Il y a aussi une source d'information qui est située dans la conscience universelle. C'est Erwin Laszlo qui parle de champs akashiques, Robert Sheldrake parle de champs morphogénétiques. Ce sont des informations qui circulent et la conscience intuitive extraneuronale peut les capter sous forme d'inspiration artistique, par exemple. Il se trouve que quelquefois des artistes commettent la même œuvre artistique, que ce soit musicale, littéraire ou sculpturale, et ils vont faire des choses qui se ressemblent sans qu'il y ait plagiat ou quoi que ce soit, simplement ils ont été connectés à la même source. Ça arrive aussi chez les grands savants qui trouvent simultanément des grandes découvertes de cette planète. Ça peut être aussi l'inspiration ou l'intuition. Il y a aussi des informations qui sont reliées au temps, et puisqu'on l'a vu dans les exemples précédents, les conférenciers précédents, Morvan Salles tout à l'heure aussi, l'a dit, l'échelle de temps n'existe pas de l'autre côté. Donc on a accès à tous les événements, toutes les informations de n'importe quel temps. Les expérienceurs le disent, quand j'étais dans la lumière d'amour inconditionnel, je savais tout sur tout, j'avais l'omniscience, j'avais accès à mon futur et à mon passé, et à mes vies passées ou à mes vies futures. Donc on peut avoir accès à cette banque de données reliée au temps, avoir des flashs de voyance lorsqu'il s'agit du futur, ou avoir des réminiscences de vie antérieure lorsqu'il s'agit du passé ou des passés. Et puis aussi, on a accès à d'autres informations, puisque ni le temps ni l'espace existent de l'autre côté, qui sont reliés à l'espace. Ce sont les phénomènes de remote viewing, et il y a des expérienceurs qui, durant leur arrêt cardiaque, ont pu bien sûr se délocaliser à distance de leur corps terrestre. Il y a beaucoup d'exemples comme ça qui circulent. On peut être connecté aussi à la conscience intuitive extraneuronale des vivants. Ce sont les phénomènes télépathiques qui existent très souvent chez les femmes, beaucoup plus que chez les hommes. Comme si les femmes avaient cette possibilité d'occulter leur conscience analytique cérébrale beaucoup plus que les hommes qui ont du mal. On est tous dans le domaine où il faut essayer d'analyser les choses, de mesurer les choses. On parle bien de l'intuition féminine, mais c'est vrai. Je reçois beaucoup de courriers de mamans en particulier qui ont été connectées lorsque leurs enfants allaient mal et à distance. Conscience intuitive extraneuronale de sujets vivants qui arrivent à être connectés par la conscience intuitive extraneuronale de quelqu'un qui est en état d'être connecté. Il y a aussi, alors vous voyez, je n'ai pas mis Dieu, je fais très attention, j'ai mis conscience supérieure ou information supérieure. Je ne veux pas faire de prosélytisme, je ne sais pas qui est Dieu, je ne sais pas. Mais enfin, quand on est un scientifique digne de ce nom, John Stone l'a encore martelé ce matin, force est de constater qu'il y a quelque part un grand architecte, quand même. Je ne suis pas franc-maçon non plus, mais pour parler de grand architecte. Mais quand même, c'est logique. Même Einstein le disait, Dieu ne joue pas au dé. Enfin, je crois que tous les intervenants, même Grishka tout à l'heure, nous a dit que vraiment, l'information initiale, elle existe bien quelque part. Donc, on est connecté aussi à cette conscience supérieure, à ces informations supérieures. La conscience analytique, elle est beaucoup plus basique. La conscience analytique cérébrale, elle analyse essentiellement les données sensorielles qui sont reliées donc à la vision, l'olfaction, l'audition, le goût ou le toucher. Tout ça va solliciter notre conscience analytique cérébrale
Et bien sûr, dès qu'elle sera sollicitée, eh bien, ça va inhiber la conscience intuitive extraneuronale. Et c'est pour cela que dans les séances d'hypnose, on essaye au maximum de réduire cette sollicitation. Les personnes qui participent à ces ateliers sont dans l'obscurité et avec un bandeau sur les yeux. Bon, ils peuvent être dérangés peut-être par une eau de toilette un petit peu prégnante d'un voisin, ou entendre un ronflement, ou être sollicité par le cou d'une personne qui est trop proche. Mais tout ça, bien sûr, va allumer la conscience analytique cérébrale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce va-et-vient est constant. Dès que l'une fonctionne, l'autre s'éteint. Mais c'est très rapide. On peut venir d'un état de conscience analytique cérébrale à un état de conscience intuitive extraneuronale à la vitesse supérieure à la lumière, parce que c'est la vitesse de l'information. Donc vous pouvez très bien être bloqué pendant quelques instants et revenir tout de suite, à condition de ne pas analyser non plus le ronflement du voisin qui vous perturbe. Donc oui, il faut être tout à fait dans cette logique d'ouverture de la conscience intuitive extraneuronale pour pouvoir être connecté. Alors, dans ces ateliers d'hypnose que je propose, il y a évidemment ce que l'on cherchait en premier, puisque on a étudié ça avec mon équipe, Marc Leval et Étienne Dupont. Les 1000 premiers TCHistes, on va bientôt atteindre les 2000 personnes participant à ces ateliers. Mais dans le premier questionnaire que nous avons fait, nous l'avions orienté surtout sur la communication avec les défunts. C'est un vécu subjectif, tout au moins c'est comme ça que je présente les choses de façon officielle et scientifique. Il ne m'empêche que j'ai des croyances, je ne pense pas que ces vécus soient subjectifs, mais je n'ai pas le droit de le dire. Donc je dis que ce sont des vécus subjectifs. Voilà. Si je veux que mon étude soit menée à terme. Mais on ne peut pas empêcher un médecin d'être diacre, d'avoir une religion ou de penser quoi qu'il veut. Bon. Donc là, je pense que ces contacts sont réels, mais je n'ai pas le droit de le dire. Donc voilà. Donc je ne le dirai pas. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu, bon, bien sûr, dans ces ateliers, on a eu beaucoup d'émotions, parce que vraiment, on a des retours qui nous font dire que les contacts ne peuvent pas être subjectifs, par exemple. Donc vous trouverez dans ce livre où il y a beaucoup de témoignages, et tous les témoignages sont avec leur nom d'auteur, donc je veux dire, et autorisation de publication, on peut les vérifier. On peut vérifier ces témoignages, on peut les contrôler. Par exemple, il y a une femme qui, dans sa TCH, dans sa transcommunication hypnotique, a une information qu'elle reçoit. Elle voit sa sœur, plutôt sa nièce, pardon, c'est pas sa sœur, c'est sa nièce. Elle voit sa nièce décédée, qui lui annonce qu'au moment de cet accident qui l'a tuée, elle était enceinte de 5 mois. Personne ne connaissait l'information, personne. Elle vérifie plus tard auprès de la sœur de cette nièce, qui celle-ci est bien vivante, et qui éclate en sanglots en lui disant « Oui, effectivement, c'était un secret de sœur. Ma sœur était bien enceinte de 5 mois au moment de cet accident qui l'a tuée. » Donc ça, je veux dire, l'information, elle vient d'où, hein? Elle n'était pas dans le cerveau de la TCHiste, ce n'était pas de la télépathie. Donc voilà, donc, nous avons ce genre d'expérience, et vous en trouverez pas mal dans ce livre, qui montre vraiment qu'il y a de fortes probabilités pour penser que ces contacts sont réels quand même, en toute objectivité. Des informations, il y en a eu aussi chez les TCHistes avec la conscience universelle. La conscience universelle qui nous donnerait des informations pour notre vie personnelle. Par exemple, une TCHiste ressent, je les appelle comme ça, hein, ceux qui ont fait des TCHistes, ressent une chaleur au niveau de ses 2 mains, et en même temps, elle entend que désormais, il va falloir qu'elle soigne avec ses mains. Donc, elle est dans un chemin de vie nouveau depuis sa TCH. Il y a de grandes informations que l'on pourrait, si vous voulez, résumer par de grands principes. Sur les 1000 TCHistes examinés, eh bien, ces grands principes, ça serait de dire que, de l'autre côté, ils nous disent que rien n'est grave et que tout est juste. Que nous sommes ici pour faire des expériences spirituelles, que plus ces expériences spirituelles sont difficiles, et plus nous progressons. C'est un discours qui est inaudible, bien sûr, quand on est dans cette vibration terrestre. Allez donc expliquer à une maman qui vient de perdre son enfant que rien n'est grave et tout est juste,
elle va vous envoyer balader, elle aura raison. Donc, quand on est sur cette vibration terrestre, on ne comprend pas. Mais quand on est connecté à cette conscience intuitive extraneuronale, on a d'autres explications. Et on retrouve aussi ce même discours chez les expérienceurs que j'ai étudiés. C'est pour ça que ça me trouble, parce qu'on a vraiment touché du doigt quelque chose qui montre que nous sommes connectés à une conscience intuitive extraneuronale, à la fois dans la TCH et à la fois dans l'expérience de mort provisoire. On peut être aussi, lors des ateliers, relié au temps. Et il y a des TCHistes qui se voient évoluer dans des vies antérieures. Il y a des TCHistes qui voient défiler leur vie comme les expérienceurs. Il y a des TCHistes qui ont des flashs de voyance sur ce qui va se passer dans l'histoire de l'humanité ou ce qui va se passer dans leur propre vie. Il y a eu à Toulouse, il y a le mois dernier, c'était à peu près, une dame qui a vu l'avalanche qui s'est produite la semaine suivante dans les Pyrénées, avec le nombre de victimes exact. Donc il y a accès à une source d'information qui nous dépasse, mais qui serait accessible dans ces conditions. Il y a aussi des informations relatives à l'espace. Des phénomènes de remote viewing, on en a pendant les ateliers, et c'est pour ça que j'aimerais faire un atelier avec Nicolas, pour voir ce que ça donne. Peut-être qu'il ne se passera rien, mais bon. C'est intéressant. Il y a 3 jours, je reçois un mail, je crois que la dame est là d'ailleurs, d'une personne qui a venu faire sa TCH à Toulouse, à l'hôtel Pullman. Je ne sais pas si vous connaissez l'hôtel Pullman à Blagnac, mais quand on pénètre dans cet hôtel, on ne se rend pas du tout compte quelle forme géométrique il a vue du ciel. Et vu du ciel, il a la forme géométrique suivante, un carré suivi d'un rectangle. On ne peut pas deviner ça quand on est à l'intérieur, je vous le promets. Et la dame a regardé sur Google et elle a dit « c'est exactement ce que j'ai vu dans ma TCH ». Une autre dame a vu dans sa TCH, vous trouverez d'autres exemples probants comme ça avec les noms chaque fois, elle a vu dans sa TCH son fils qui courait dans une grande surface. Et elle a eu un petit peu peur parce qu'on est censé voir les défunts, donc elle n'était vraiment pas tranquille. Elle a vu son fils qui courait dans une grande surface. Il était revêtu d'un manteau jaune avec un bonnet gris. Et puis elle rentre chez elle, puisque l'après-midi, c'était le moment de la TCH, et son mari était parti avec son fils, puisqu'en même temps, ils se garent, les 2 voitures arrivent en même temps, elle avec la sienne et son mari avec son fils en même temps, et son fils descend, et il était revêtu d'un manteau jaune avec un bonnet gris. Et son papa lui avait acheté cette tenue dans cette grande surface. Donc il semblerait qu'elle se soit délocalisée, qu'elle ait pu délocaliser sa conscience pour avoir accès à cette information. Vous voyez que c'est tout à fait intéressant et tout à fait bouleversant. La conscience intuitive, il y a d'autres exemples, je ne vais pas vous les détailler, vous les trouverez dans le livre. La conscience intuitive extraneuronale des vivants, par télépathie. On peut avoir aussi des phénomènes télépathiques pendant les TCH. Il y a des gens qui sont connectés à donc leurs parents ou les gens qu'ils aiment bien. Par exemple, une TCHiste, ça aussi, c'est tout à fait récent, je crois que c'était il y a 15 jours, est connectée avec son mari qui rouspète. Il rouspète, et elle le voit donc avec un enrouleur de papier dans sa cuisine. Il se débat avec ça. Elle est très étonnée parce qu'elle ne pense pas du tout que l'enrouleur de papier de la cuisine est vide. Et il jure, etc. Il est très en colère. Je crois aussi que la dame est là aussi cet après-midi. Et en fait, à la fin de la TCH, c'est tard, hein, c'est 00h30. Elle téléphone à son mari tellement cette idée est prégnante. Et son mari lui dit ben oui, j'ai passé une très mauvaise soirée parce que je me suis débattu avec cet enrouleur de papier à la cuisine. Donc, et tout ce qu'elle avait reçu comme idée et comme vision, elle avait vraiment eu ça en TCH. Donc vous voyez que c'est assez quand même étonnant ce qui peut se passer dans ces ateliers. C'est pour ça que les questionnaires qu'on a fait, les 1000 premiers questionnaires ont été changés et on a rajouté évidemment tous ces items par rapport au temps, remote viewing aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de témoignages dans ce sens. Il semblerait qu'on ait soulevé un lièvre là quelque part. On ne s'attendait pas du tout à ce genre de résultat. Alors, il faut parler de l'hypnose un petit peu. Comment j'en suis arrivé à l'hypnose? Je vous avais déjà expliqué ça l'année dernière.
On a parlé des synchronicités de Jung ce matin, mais c'est vrai, ça a été une formidable synchronicité. Je ne pensais pas du tout me brancher sur ce sujet. Et en fait, c'était il y a 4 ans, ça s'est passé il y a 4 ans. Mon éditeur me dit, Guy Trédaniel me dit, c'est encore lui qui est à l'origine de tout ça. Vous voyez, il a un rôle déterminant dans ma vie, vraiment. Guy, il me dit, c'est bien cette tournée à faire au Canada, mais il faudrait faire des workshops. Parce que les Canadiens, ce sont comme les Américains, ils aiment bien travailler sur des concepts. Et là, je venais de publier un livre qui s'appelle « Les 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie ». Et dans ce livre, je proposais déjà cette dissociation entre cette conscience analytique cérébrale et cette conscience intuitive extra-normale. Et j'expliquais comment on devait se débarrasser de cette conscience analytique cérébrale pour pouvoir affronter ces pires épreuves de la vie. Nous étions au bistrot et je me dis, mais comment je vais pouvoir couper la conscience analytique cérébrale des gens dans des workshops? Je ne vais quand même pas provoquer des arrêts cardiaques et après avec des défibrillateurs là, dans les ateliers. Je ne vais pas quand même injecter des produits anesthésiques dans les veines non plus. Bon, c'est tout simplement impossible dans mon cas, je me disais. Et synchronicité, dans l'avion qui me ramène à Toulouse, puisque Guy Trédaniel est à Paris, j'ai la solution qui me tombe du ciel. À côté de moi, s'est assoupie une personne et un magazine ouvert sur ses genoux. Le titre du magazine, enfin de l'article plutôt, qu'il avait probablement endormi. L'hypnose, la solution à tous vos problèmes. Merci là-haut. C'est pas ma faute, hein. Donc je me suis formé à cette technique d'hypnose qui est employée dans les blocs opératoires et qui a fait ses preuves, puisque maintenant on peut opérer, vous le savez, couper la conscience analytique cérébrale, sensorielle des gens pour opérer sans produits chimiques. Donc là, vraiment, c'est la preuve que c'est possible. Et on amène les gens dans une suggestion. Mais la suggestion que je propose, ce n'est pas du tout celle qui est suggérée pour faire des anesthésies, puisque ce voyage, on ne le suggère pas, évidemment, pour des gens qui vont être opérés. Si on dit le tunnel, etc., ils vont avoir peur, évidemment. Donc, c'est un petit peu dissuasif. Donc, non, bien sûr. Le principe de l'hypnose est simple. D'abord, il faut casser un certain nombre de croyances sur l'hypnose. Il y a un côté ésotérique ou spectaculaire qui n'est pas du tout chouette, je trouve, par rapport à cette technique qui est formidable. Il n'y a pas de contre-indication à l'hypnose. Les seules 2 contre-indications, c'est la démence, simplement parce qu'on ne comprend pas les informations qui sont données, ou la surdité, parce qu'on ne les entend pas. Mais sinon, ce n'est pas dangereux du tout. Ce n'est pas irréversible. Il n'y a jamais personne qui est resté hypnotisé à vie. Non, mais vous voyez, mais il y en a qui pensent que c'est dangereux parce qu'on peut rester hypnotisé. J'ai eu ça. C'est surtout Marc Leval qui a ça, parce qu'il est en première ligne, lui, au téléphone, il explique chaque fois la TCH, il fait un gros travail. Il répond à des questions de ce genre. Il n'y a pas de domination de l'hypnotiseur sur l'hypnotisé. On ne peut pas faire commettre une exaction à quelqu'un sous hypnose, c'est totalement impossible, parce qu'il faut que la personne hypnotisée soit consentante. On ne peut pas être hypnotisé contre son gré, ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de domination, et puis moi je préfère parler de facilitant plutôt que d'hypnotiseur, parce que je trouve que l'hypnotiseur a une connotation un petit peu spectaculaire et ésotérique qui est pas très, très bonne. Et en fait, le facilitant va simplement vous suggérer, mais vous adhérez ou vous adhérez pas. Vous pouvez changer d'idée, faire un voyage parallèle, etc. et revenir ensuite. Donc il n'y a pas de danger. Le principe est très simple. Vous êtes tous là, je suis là, je sais pas, je vous vois pas tous, mais a priori personne n'est endormi. Donc nous sommes à 21 Hz à peu près si on nous fait un électroencéphalogramme, à peu près dans ces zones-là. Si par des techniques de respiration, de méditation, de relaxation, avec le ton de la voix, avec des répétitions de mots, bref, les techniques qui sont employées en bloc opératoire, pour descendre progressivement, on arrive à être situé dans des zones aux alentours de 10 Hz à peu près, eh bien vous allez être dans une zone où ce que l'on va vous suggérer vont devenir vos propres pensées. Et vous pouvez être comme ça, amené dans un voyage. En dessous, vous dormez. Donc il faut vraiment être dans cette échelle-là de valeur électrique corticale cérébrale. Ma première hypnose, je l'ai eue pendant l'adolescence.
en fait. Je devais avoir une douzaine d'années. Et l'hypnotiseur, c'était mon médecin généraliste, qui ne savait pas du tout qu'il était hypnotiseur. Il m'a recousu le genou sans anesthésie locale. Mais en même temps, il m'a raconté une histoire. J'étais tellement passionné par son histoire que je n'ai rien senti. Il m'a amené dans son voyage. Il était perdu dans une forêt et il me racontait comment il était perdu dans une forêt, comment on l'avait retrouvé. Il y avait beaucoup de suspense. C'était un excellent médecin de famille. Et quand ça a été terminé, il m'a tapoté sur la joue. Il m'a dit « C'est bien, t'as pas pleuré, t'es très courageux. » Mais j'avais rien senti, vraiment. Et donc, il m'avait mis dans un état hypnotique où il y avait eu cette possibilité d'être totalement coupé de ma conscience analytique cérébrale. Nous avons, avec Marc Leval et Étienne Dupont, mis en place un protocole. Nous avons beaucoup travaillé pendant 2 ans ensemble pour créer ces ateliers qui sont maintenant bien rodés, mais chaque fois perfectibles. Et c'est vos retours, chaque fois, qui nous font faire ces progrès. C'est pour ça que nous ne voulons pas abîmer ce concept de TCH. Et puis surtout, si nous voulons faire des études par rapport à ces protocoles, il faut homogénéiser la technique. C'est-à-dire il faut vraiment qu'il y ait, dans les mêmes conditions, les 40 fauteuils, les 600 mètres de câbles, la table de mixage, le son relief. Il faut exactement le même process pour qu'on puisse donc faire des comparaisons par rapport et croiser nos résultats. C'est pour cela que nous avons déposé cette marque TCH, qui est désormais protégée. Donc, on travaille aussi avec Jean-Charles Chabot, qui a mis en place le même process exactement. On est allé les voir au Canada, on a fait les ateliers avec eux. Il a acheté le matériel très exactement comme on l'a, comme nous travaillons avec notre équipe. Et les ateliers de TCH vont démarrer le 14 avril à Montréal avec l'équipe de Jean-Charles Chabot, qui est, je trouve, une autorité incontestable dans le domaine de l'hypnose. Il est là aussi. Mario Beauregard, qui m'a préfacé mon livre et qui est intéressé aussi par ce sujet, fera probablement aussi des essais scientifiques, pourquoi pas, des électroencéphalogrammes, pourquoi pas, au TCHiste, pour voir ce qui se passe au niveau de la matière pendant ces ateliers. Et nous allons ainsi progresser. Il y aura aussi un programme de formation qui va être mis en place pour les psychiatres qui sont intéressés. Il y en a déjà pas mal, des médecins, il y en a déjà pas mal, qui nous envoient leurs patients parce qu'ils trouvent que ça peut être d'un apport considérable pour soigner les souffrances du deuil ou les angoisses de la mort. C'est l'explication. C'est pour ça que nous avons voulu déposer ce concept. Alors, comment ça se passe ? Dans un premier temps, Marc Leval accueille les personnes, il les met en confiance. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Vous savez, la peur, c'est l'activation de la conscience analytique cérébrale, la CAC. Donc, il faut absolument que la peur soit la plus faible possible, pas d'appréhension. Pour cela aussi qu'il y a quelquefois des personnes qui viennent à une première TCH, ça ne marche pas, ils voient le process, ils n'ont plus peur. Ils reviennent à la deuxième, ça fonctionne. Donc, il faut évacuer la peur. Il faut évacuer aussi les attentes. Il faut évacuer l'analyse. Ce n'est pas facile à faire. C'est facile à dire, mais pas facile à faire. Donc tout ça, Marc Leval, vous l'avez jugé ici déjà, ses qualités de présentateur, d'homme de télévision et de radio, il sait faire. Il sait faire, il sait mettre les gens en confiance. Et il sait expliquer, en gros, comment se passent ces ateliers. Ensuite, donc, nous faisons une petite présentation, enfin, je fais une petite présentation très sommaire du fonctionnement de l'hypnose, de la dissociation de la conscience intuitive extraneuronale avec la conscience analytique cérébrale. Ça dure à peu près une quarantaine de minutes. À la suite de quoi, les personnes que vous voyez assises là, avec leur questionnaire devant les yeux, ils ne répondent pas tout de suite, ils répondent qu'à la fin, ils peuvent remplir éventuellement le sexe et l'âge et la profession, pas l'identité, puisqu'on a voulu aussi étudier les religions, et vous savez qu'il y a une loi qui interdit en France
de cibler les personnes en fonction de leur religion. Donc, comme on a choisi l'anonymat, on a pu étudier les religions. Vous verrez dans les résultats que je vais vous présenter des choses qui sont assez intéressantes. Donc, vous voyez un petit peu l'atelier, comment il se déroule. Nous avons préféré utiliser des câbles parce qu'on veut éliminer tout ce qui est ondes circulatoires. Et donc, il y a 600 mètres de câbles. Il y a ces casques haute définition, avec l'effet relief. Il y a une grosse table de mixage, vous voyez, avec Étienne qui est aux manettes et qui règle en permanence ma voix avec le son. Et nous commençons par faire cet égrégore de protection, qui ça dure 1 minute. C'est un petit rituel conseillé par les chamans et les médiums. Vous voyez, je suis totalement ouvert à d'autres enseignements. Et ensuite, je leur présente donc différentes images pour leur suggérer l'ancrage, pour leur suggérer la montée des énergies, la montée des chakras. Nous faisons des respirations ensemble, nous faisons des relaxations ensemble. Et nous sommes plongés ensuite dans cette séance d'hypnose. Donc à côté de moi, il y a Étienne qui règle la machine. Au début, on se faisait des signes, maintenant, c'est même pas la peine. On est tellement habitués à nos rituels et à nos rythmes que nous fonctionnons en totale synergie. Je pars, très honnêtement, je pars moi aussi dans ce voyage qui n'est jamais le même et qui dure en moyenne 1h15. Peut-être qu'il y en a entre vous qui ont déjà fait l'expérience. Ça peut être moins, ça peut être plus, puisque je ne lis aucune note, je me laisse complètement porter. Alors on va dire tout ça est suggéré. Non, parce que ce qui est suggéré, c'est effectivement l'ancrage, la montée énergétique des chakras, la sortie du corps, le passage dans le tunnel, et ensuite il y a des stations. Et dans les stations, il y en a 5 de 7 minutes. Les personnes sont seules avec la musique hypnotique. Et c'est pendant ces stations que les informations arrivent, que les expériences arrivent. Quelquefois, les expériences, elles arrivent à la fin parce que les personnes sont totalement découragées parce qu'il ne s'est rien passé. Et enfin, elles lâchent leur cac. Et là, en 3 minutes, elles ont des expériences époustouflantes. Donc, vous voyez, ce sont des expériences assez uniques et qui sont quand même significatives pour la majorité des gens. Alors, vous voyez, on leur demande de porter des couvertures parce qu'effectivement, la température du corps diminue. Ça peut diminuer de 0,2 degrés toutes les 15 minutes parce qu'en état hypnotique, tout se ralentit. La respiration se ralentit. On est aux alentours de 10 fréquences respiratoires par minute. Le cœur aussi, c'est pas dangereux du tout. Le cœur peut s'accélérer de temps en temps parce qu'on a des moments d'émotion, mais en général, donc on a tout ça, on a une réduction de la fréquence respiratoire, une réduction de la fréquence cardiaque. Et d'ailleurs, la réduction de la fréquence respiratoire favorise l'état hypnotique. C'est pour ça que je leur fais faire une petite hypocapnie avant l'hypnose. On fait une hyperventilation d'1 minute. Pendant 1 minute, les personnes hyperventilent, de façon à faire baisser le taux de CO2 dans le sang artériel, provoquer l'hypocapnie qui provoque la baisse de la fréquence respiratoire et donc par ce biais l'état hypnotique. Toujours aux manettes, Étienne à côté de moi, il n'arrête pas ces boutons, il y en a beaucoup, mais... Et puis il y a des gens qui partent en voyage, bon là on en a pris quelques-uns, il y en a... Ce monsieur pensait avoir un épagnol sur les genoux, parce qu'on lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon épagnol est venu me voir et je l'ai senti. Parce qu'il n'y a pas que des perceptions visuelles, auditives, il y a aussi des perceptions sensorielles, des gens qui se sentent caressés, touchés, etc. Et puis nous clôturons la séance avec cet égrégore de remerciements que nous faisons avec beaucoup de respect. Donc il y a vraiment une cohésion dans le groupe et on ressort de là complètement troublé, évidemment, par cette expérience. À l'issue de ça, les personnes me gratifient de leurs impressions en remplissant ce questionnaire. Donc je leur demande dans un premier temps, évidemment, puisque la conscience analytique cérébrale va tout balayer, de jeter les premiers mots ou les premières phrases qui leur viennent, parce que la conscience analytique cérébrale va censurer tout très rapidement. Donc c'est comme le matin, quand on se réveille,
on rêve toutes les nuits et plusieurs fois par nuit, et pourtant, à moins de noter tout de suite ce qui s'est passé, on risque d'oublier. Donc, ils me remplissent ce questionnaire. Donc, il y a l'âge, le sexe, la profession, la religion. On se demande si la personne a l'habitude de pratiquer la méditation, ou si c'est la première fois qu'elle participe à la séance d'hypnose. Et là, on doit répondre par oui ou par non. Parce que si c'est entre les deux, on ne peut pas exploiter. On a été obligé d'éliminer les questionnaires où il y avait entre les deux ou une case qui n'était pas remplie. Donc, je suis parvenu à me relaxer, à suivre les suggestions qui m'étaient proposées, c'est oui ou non. À ressentir la relaxation de tous les muscles, c'est oui ou non. À ressentir l'ancrage, c'est oui ou non. À ressentir les transmissions énergétiques, c'est oui ou non. Avoir l'impression de quitter son corps, c'est oui ou non. J'ai pris un bon exemple, là, il a couché oui partout. Hein. il y en a c'est non. Hein. C'est non partout, il y en a. Hein. Je pense avoir pu communiquer... Ah oui, je suis parvenu à avoir la sensation d'être mis en contact avec un défunt. Je pense avoir pu communiquer avec un défunt. Je pense avoir reçu des informations de ce défunt. Voilà le questionnaire qui a été utilisé. Alors, dans les résultats que j'ai obtenus, il y a des choses intéressantes. D'abord, un maximum de satisfaits ou de très satisfaits. Vous voyez, il n'y a que 6% de déçus, ce n'est pas beaucoup. Une majorité de oui aux questions. Vous voyez que dans cet histogramme, les grandes colonnes, c'est oui et les petites, c'est non. Donc, on peut dire que les personnes ont été relaxées, ont suivi les suggestions dans leur majorité. En ce qui concerne le contact avec les défunts, il y a 669 personnes sur 1000 qui ont coché la case « Oui, je pense avoir été en contact avec un défunt ». Ça fait 67%. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais je sais qu'Alan Botkin, qui pratique le MDR, obtient de meilleurs résultats que moi, puisqu'il obtient par un MDR 75% de contact avec les défunts. Il a publié un livre là-dessus. Bon, moi, j'en obtiens 67%, mais c'est une méthode qui est quand même perfectible. Contact avec les défunts, et puis aussi avoir des échanges avec le défunt. Ça, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Alors, puisqu'on a pu faire cette étude en fonction des religions, c'est intéressant parce que vous voyez que la religion, elle n'est pas du tout influente par rapport au contact avec les défunts, et même au contraire. Et on retrouve ça aussi chez les expérienceurs, dans l'étude qui a été faite avec les expérienceurs, et François Lallier, qui va sortir un livre très bientôt. François Lallier, donc je vous rappelle, cet étudiant qui a obtenu sa thèse de doctorat en médecine grâce à cette étude sur les 118 cas d'arrêt cardiaque, va publier un livre grand public qu'il m'a fait l'honneur de préfacer, et il parle aussi de cette dissociation entre des expériences positives chez les expérienceurs et les religions. Il semblerait que ça ne soit pas influent, et même au contraire. Donc nous avons à peu près 40% de catholiques, 40% de personnes athées ou sans religion, et les autres c'est musulmans, juifs, il y a même des taoïstes, bouddhistes, et donc une majorité de catholiques ou de gens qui n'ont pas de religion ou qui sont athées. Bon, dans les deux cas, on retrouve à peu près les 6%, 6 et quelques pourcents de déçus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi les déçus, il n'y a pas que des gens qui ont eu des contacts, qui n'ont pas eu des contacts avec les défunts. On peut s'étonner aussi qu'il y ait si peu de déçus, alors qu'il y a 33% de personnes qui n'ont pas eu de contact avec les défunts. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de contact avec les défunts et qui ne sont pas déçus. Et quand on étudie les déçus, les étudiés reviennent à éplucher donc leur ressenti, on s'aperçoit qu'ils sont déçus parce que le contact avec le défunt n'a pas été suffisamment long, par exemple. Ou que le défunt qui s'est présenté n'était pas le bon défunt. Ça arrive aussi. Donc on voit de tout. Sinon, après, au point de vue, vous voyez dans cet histogramme, au point de vue relaxation, pour suivre les différentes consignes, tout le monde est à peu près pareil. En ce qui concerne les professions médicales, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a presque 10% de déçus. Enfin, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Alors, profession médicale, ce sont c'est pas des médecins,
puisque je les ai mis à part, vous verrez pourquoi. Vous devinez pourquoi peut-être. La conscience analytique cérébrale. Ce sont des infirmières ou des aides-soignantes. Il y en a pas mal dans les ateliers qui sont globalement satisfaits ou très satisfaits, qui ont 60% de contact avec les défunts et qui arrivent aussi à suivre pas mal les suggestions. Dans les professions spécialisées, alors j'appelle professions spécialisées, ce sont tous les gens qui font du coaching, qui font des médecines alternatives et tout ça. Donc là, on a de très bons résultats, très peu de déçus, vous voyez, seulement 4,4% de déçus, et on dépasse les 75% de contact avec les défunts, parce que ce sont des personnes qui sont capables de couper leur conscience analytique cérébrale et qui peuvent être mieux connectés que les gens qui sont vraiment dans la conscience analytique cérébrale. Et nous voilà dans le diagramme des médecins. Alors vous voyez que là, c'est là où il y a le plus de déçus, 12%, ce qui n'est pas quand même catastrophique. Mais c'est là aussi où il y a le moins de contact avec les défunts. On arrive à un tout petit peu plus de 50%. Parce que la conscience analytique cérébrale a fonctionné pendant de longues années universitaires et qu'elle continue à fonctionner après, et que, je l'avoue, on a beaucoup de mal à lâcher cette conscience analytique cérébrale. On est tout le temps en train d'analyser, c'est très difficile. Vous savez, pour la majorité des gens, la conscience analytique cérébrale, elle s'allume dès le matin. Vous ouvrez les paupières et ça y est, ça commence, ça tourne. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée, le petit déjeuner, qu'est-ce que j'ai pas fait hier que je dois faire aujourd'hui, les enfants amenés à l'école, le boulot. On est au boulot, ça marche à plein. Ensuite, on revient chez soi avec sa voiture et puis on analyse bien sûr la route. Hein. Et on arrive chez soi, on allume la télé, on analyse le programme, on ouvre un livre, on analyse ce qu'on lit jusqu'à ce qu'on referme la couverture et les paupières et puis c'est terminé. Et le matin, ça recommence, sauf que le matin, dès le réveil, la conscience analytique s'allume et censure toutes les informations de la conscience intuitive extraneuronale. Donc vous voyez, les médecins, c'est les plus mauvais pour la conscience analytique cérébrale marche trop. Alors, il y a aussi ce diagramme qui est intéressant pour les gens qui ont l'habitude de pratiquer la méditation et les gens qui ne pratiquent pas la méditation. Et bien là, on pouvait s'y attendre. Effectivement, les résultats sont bien meilleurs chez les gens qui ont l'habitude de quitter leur CAC pour se brancher sur leur CIE. Et on a à peu près 7% de déçus dans les deux populations, enfin 6 ou 7% pratiquant la méditation ou ne pratiquant pas la méditation. Les résultats sont les meilleurs avec les gens qui pratiquent l'hypnose. On est au-delà des 67% chez eux et ils sont moyennement déçus. 6% aussi, pratiquant l'hypnose ou ne pratiquant pas l'hypnose. Ils suivent beaucoup mieux les suggestions, par contre, parce qu'ils ont l'habitude donc de ce genre de technique. Et ils sont globalement avec de meilleurs résultats que la moyenne pour le contact avec les défunts. Les hypnothérapeutes, alors eux, c'est là où on a les meilleurs résultats. Les hypnothérapeutes, ce sont des gens qui pratiquent l'hypnose et qui sont intéressés d'ailleurs par la TCH, et certains vont se former à cette TCH, j'espère qu'ils ont vu ce que ça pouvait donner. Donc vous voyez, il y a très peu de déçus, il y a 2,6% de déçus seulement, et là on est au-delà des 75% pour le contact avec les défunts. Donc c'est vraiment considérable. Et ils sont à 100% pour tout ce qui est suivi des suggestions, relaxation évidemment, parce qu'ils connaissent les process de l'hypnose et ils savent très bien comment tout ça fonctionne. Donc voilà ce livre, le 10e publié chez Guitry Daniel. Ça ne sera pas le dernier, il y en aura d'autres chez cet éditeur que je vénère et que je remercie parce que vraiment c'est grâce à lui que toute cette aventure est possible. Il a fallu que je trouve un éditeur courageux pour me publier et pour que je puisse poursuivre ce travail de recherche et que je puisse aussi l'exposer. Innover, c'est penser à côté, disait Albert Einstein. Je pense qu'avec la TCH, on pense bien à côté, très à côté même, et j'espère qu'on aura un tout petit peu innové.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.